Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous retrouver sur Kavi Média, le média du développement. Et dans cette émission, le scanner qui vous parvient du lundi au vendredi quand il est 9h ici même à Conakry et en temps universel. Merci de nous écouter du côté de Kagbele, à Tombolia, du côté de Bofa, Boké, Kissidougou. Merci d'être nombreux à notre écoute et à l'écoute de cette émission, le scanner. Merci également à Kiroti où se trouvent nos fidèles auditeurs, le quartier qui abrite également notre ambassadeur de ce côté à Imbaya qui nous accueille chaque matin où se trouve notre siège social. Au menu de ce matin, conformément aux dispositions des articles 56 et 57 de la charte de la transition et 12 de la loi organique N 2022/001/CNT, le Premier ministre chef du gouvernement était devant les conseillers nationaux hier lundi pour la présentation de la politique générale de son gouvernement, un exercice auquel s'est prêté Amadou Ouriba. Lors de sa présentation, le chef du gouvernement a annoncé la création de plusieurs nouveaux emplois pour les jeunes, un programme d'appui pour la création de 20 000 emplois dans le secteur privé est en perspective, déclare-t-il. Ces 20 000 s'ajouteront à la planification de recrutement de 20 000 fonctionnaires annoncée par le président de la transition lors de son adresse à la nation à l'occasion du Nouvel An. Pour le cas des sinistrés du dépôt d'hydrocarbures de Kaloum, devenu un épineux problème, le gouvernement entamera dans les meilleurs délais la reconstruction des zones les plus touchées selon le schéma directeur de la presqu'île de Kaloum, en instituant le mécanisme de bail-partage afin que les concessionnaires soient juridiquement accompagnés et que leur patrimoine immobilier soit protégé. De plus, des microcrédits seront accordés à 1000 femmes affectées par l'incendie de Coronti afin de stimuler leur activité économique, explique le locataire du Palais de la Colombe. Des annonces qui sonnent comme une lueur d'espoir, mais au-delà des mots, peut-on s'attendre à des actes concrets qui sortent des discours politiques? Nos débatteurs vous livrent leur égard. Et puis l'exploitation artisanale de l'or et du diamant est suspendue sur toute l'étendue du territoire national à partir du 1er juin prochain, ce jusqu'à nouvel ordre. C'est une décision prise conjointement par le ministère des Mines et de la Géologie et celui de l'administration du territoire et de la décentralisation MATD. Les deux départements ministériels justifient cette décision par les besoins de campagne agricole et de restauration écologique dans certaines localités où les activités sont axées sur l'exploitation de l'or et du diamant. La décision sonne comme un coup de glas. Certaines associations, à l'image de l'Union nationale des orpailleurs de Guinée, UNOG, demandent à l'État d'essayer de mettre en place des mesures d'accompagnement. En attendant la prise en charge de cette requête, nous prendrons la direction de Sigiri, où nous attend notre correspondant Mamadou Diallo. Avec lui, nous parlerons des dispositions prises par les autorités locales, mais aussi l'atmosphère qui règne de ce côté depuis cette annonce. Et on parlera également du retrait des agréments et licences de certains médias en République de Guinée. Le syndicat des professionnels de la presse de Guinée ne décolère pas. Le SPPG annonce une grève générale et illimitée les jours à venir. Sekou Jamal Pendessa et son équipe veulent s'appuyer sur le mouvement syndical pour déclencher une grève générale et illimitée, une riposte qui intervient à un moment où le gouvernement justifie son acte. Mais cette démarche peut-elle aboutir après l'échec de celle des associations de presse? Est-il temps d'ouvrir un couloir de dialogue pour éviter que la crise ne s'enlise? L'un dans l'autre, nous abordons le sujet dans la dernière partie de cette émission. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le média du développement. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées. Bonjour à Conakry, bonjour à tous ces auditeurs et téléspectateurs qui nous attendaient impatiemment. Heureux de vous retrouver. Chez moi, il y a de l'eau. Il vit à Somphonia. Ils escaladent pour descendre et chercher de l'eau, escalader encore pour remonter. De l'eau dans une bouteille, on voulait faire du thé. On avait trouvé toutes sortes d'ordures, y compris même des fourmis là-dedans. J'ai ouvert le robinet, l'eau a commencé à couler. Par après, quand j'ai pris les deux pagnes, ce n'était que de la poussière, de la saleté. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Monsieur le directeur Aboubakar Kamara,
le jeune Akida, journaliste, dit qu'il vous a écrit plusieurs fois. Stabilité économique là qui va s'accroître et c'est pas bon pour notre République. Nous ne sommes pas dans une république, mais nous sommes dans une républicophile. Il ne faudrait pas crier à Uadja, il faut quand même saluer d'une part les efforts du gouvernement. Le ministre Ousmane Gawal nous dit que bientôt le bateau va accoster, très bientôt, parce que très bientôt c'est vague. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interne. Merci d'être nombreux à notre écoute chaque matin, à l'écoute de cette émission Le Scanner, la seule émission de débat constructif. Ici en République de Guinée, il faut le dire, sur le seul et unique média de développement, Kaby Média. Merci de nous pratiquer sur l'ensemble synchronisé de nos médias. Vous nous regardez du côté sur Facebook, sur notre page Kaby TV. Merci une fois encore de nous préférer de ce côté sur siaminfo.com, notre site d'information. Vous nous regardez et nous écoutez de ce côté sur Twitter, sur TikTok, en replay et en direct. Vous pourrez suivre cette émission sur YouTube avec moi, autour de moi, les débatteurs de chaque matin qui vous aident à comprendre l'actualité. À ma gauche, Yaya Diallo, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour au peuple guinéen. Bonjour Bamomed. Bonjour Abdallah et bonjour à tous. Nous commençons par cet exercice qui est devenu aujourd'hui une coutume en République de Guinée. Selon nos textes de loi, on parle de la présentation de politique générale du gouvernement. Le Premier ministre Amadou Riba s'est prêté à l'exercice hier. C'était au CNT, Conseil national de la transition, à l'hémicycle du Palais du Peuple. Yaya Diallo. Oui, évidemment, c'est devenu une norme républicaine, pour ainsi dire. Qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement, que le Premier ministre puisse passer devant le Parlement, même si nous sommes dans un régime d'exception, ce qui veut dire que c'est le CNT qui fait office du Parlement, donc la représentation nationale, pour pouvoir décliner les grandes lignes de la politique générale de son gouvernement. Ce qui pourra par ailleurs permettre aussi au CNT disons, de s'approprier de ces grandes lignes-là pour pouvoir effectivement veiller au bon fonctionnement, disons, de l'action gouvernementale. Parce que c'est une de ses missions en tant que Conseil national, donc ce qui suppose plus ou moins la représentation nationale, même si la légitimité pose problème, mais on en fait avec. Mais il leur revient dans leur mission de contrôler l'action du gouvernement. On ne peut pas contrôler l'action du gouvernement si on n'est pas imprégné ou informé de ces grands axes de ce gouvernement. Donc ce qui fut fait, M. Baouri en tant que Premier ministre, chef du gouvernement, était hier devant la représentation nationale, entre guillemets le CNT. Donc, ce qui lui a valu, disons, cet exercice républicain au cours duquel il a dit décliner les ambitions de son gouvernement, en tout cas ce que le gouvernement entend faire dans les prochains mois et dans les prochaines années. Donc, moi, des choses, quelques axes, quelques passages ont attiré mon attention. Nous sommes dans une situation où il y a des crises multidimensionnelles, mais les crises les plus importantes et qui nécessitent une réponse immédiate me semble être les plus primordiales. Je vais parler de cette crise énergétique dans laquelle nous vivons aujourd'hui. À mon avis, c'est une urgence nationale pour laquelle le gouvernement doit faire flèche de tout bois pour pouvoir trouver enfin une solution définitive. C'est vrai qu'il y a quelques solutions qui sont cherchés ici et là, qui sont envisagés, mais en cours de recherche, parce que cette interconnexion entre nous et le Sénégal à travers l'OMVS, excusez-moi, il y a là une volonté effectivement de pouvoir atténuer cette problématique énergétique dans notre pays. Est-ce que c'est la solution qu'il faille effectivement pour laquelle il faille se contenter? Non, parce que Baouri lui-même l'a dit, c'est pas une solution définitive, mais c'est une solution pouvant permettre jusqu'à un certain niveau de pouvoir faire face à un certain nombre de paramètres pouvant permettre aux autorités, notamment au gouvernement, de trouver une solution définitive à cela. Alors, dans sa déclaration, il a fait allusion, c'est vrai que c'est pas de la nouveauté, mais quand il parle disons, d'un projet de l'énergie solaire, puisque le porte-parole du gouvernement
en avait fait cas dans ses sorties médiatiques, qui comporterait 500 mégawatts. Je crois que c'est quelque chose de fondamental. Le solaire, on en a besoin. Je crois que le solaire, c'est une des expérimentations rwandaises qui ont dû quand même payer du côté du Rwanda. Le problème énergétique n'est plus un souci pour le gouvernement rwandais. Est-ce que cela est parti de là-bas pour essayer d'implémenter cette, disons, cette expérience-là en République de Guinée ici? J'ai dit c'est très important parce que le solaire a des avantages, ça coûte moins. Et je crois que ce qu'il a dit, contrairement à ce qu'on devrait faire quant à ces bateaux thermiques-là qui coûteraient à peu près 900 millions de dollars, avec ces 500, avec les mêmes 500 mégawatts. Plusieurs sujets, plusieurs grands axes ont été abordés. Diallo, penchons-nous sur celui qui a attiré plus notre attention. C'est la création de 20 000 emplois, opportunités d'emploi, comme l'a dit le Premier ministre Amadou Riba. 20 000 opportunités d'emploi qui vont venir s'ajouter aux 20 000 autres. Donc, l'État doit employer 40 000 Guinéens, ce qui reste quand même une avancée significative. Bah, enfin, c'est notre souhait le plus absolu. À l'entendre, je crois que ça peut susciter un espoir. Maintenant, je ne sais pas si il a été clair avec lui pour faire la part des choses entre cette évaluation qui est en cours, ce qui pourrait nous permettre d'avoir 10 000 employés, 10 000 employés au niveau de la fonction publique. Est-ce qu'il a tenu compte de tout cela ou bien ce sont des emplois supplémentaires que le gouvernement entend, disons, promouvoir dans les semaines à venir? Ça, c'est quelque chose qu'il faille, disons, c'est poser comme question. C'est important, c'est la vocation d'un État, en tout cas d'un gouvernement, de créer les emplois, les opportunités. L'État ne peut pas employer tout, mais l'État crée les conditions. Je suis qui pense que s'il y a la volonté politique, naturellement, ils peuvent le faire. Nous en avons tous les atouts, nous en avons tout ici. On peut le faire, l'État peut créer. Je crois qu'une des conditions aussi de cette création d'emplois, c'est la stabilité de notre pays. Jamais au monde, moi, je ne puis voir ou constater où on peut faire la promotion de l'emploi ou la promotion d'une économie sans qu'il n'y ait ce qu'on appelle un tant soit peu une stabilité politique ou sociale dans notre pays. Donc je crois que c'est un facteur pour lequel le Premier ministre devrait s'approprier, puisque cela relève de sa vocation en tant que chef du gouvernement. C'est une de ses missions, c'est-à-dire que la promotion du dialogue social et politique dans notre pays, alors que nous sommes dans une situation où, effectivement, le dialogue est en notre bodin dans notre pays. Donc, il lui revient à lui et à lui seul de prendre son bâton de pèlerin et de pouvoir, disons, faire marcher ce dialogue-là. Je crois que ce sont des choses qu'il faille faire en amont, avant, effectivement, d'amorcer quoi que ce soit. Ce qui pourrait, effectivement, nous permettre d'avoir un environnement propice à tout ce que nous voulons aujourd'hui. On l'a dit ici, le manque d'emploi crée beaucoup de problèmes dans notre pays. Quelquefois même ce qui pourrait être à l'origine de la délinquance, ce qui pourrait être à l'origine de ce que nous assistons aujourd'hui, c'est-à-dire que beaucoup de jeunes sortent pour prendre le risque sur la Méditerranée et finalement beaucoup d'entre eux perdent leur vie là-bas. Je crois que s'il y a cette possibilité de créer ces emplois-là, ça découragerait par endroits ces jeunes-là pour dire attention, ça commence à aller dans notre pays, on peut, disons, travailler et réussir dans notre pays. Je crois que c'est important, mais comme je l'ai dit ici, ça a des préalables. Il faut que le Premier ministre Baouri puisse travailler sur ces préalables-là pour que nous puissions amorcer un véritable développement dans une stabilité politico-sociale. C'est fondamental. Maintenant, on verra bien le comment tout cela va se faire. J'espère que ça ne va pas être, disons, un discours politique, tout simplement. Je l'ai rappelé. Ça doit être accompagné par des actes concrets. Et je crois que nous veillons au grain en tant que disons, lanceur de l'alerte. Évidemment, pour pouvoir effectivement voir comment est-ce que tout cela va être mis en œuvre. C'est notre souhait le plus absolu. On a besoin de sortir dans ces cycles infernaux qui n'a que trop durer. La Guinée a besoin de se développer. Comment tout cela va se faire?
on verra effectivement, au-delà des discours, qu'est-ce que tout cela va donner. Bien, et notamment, il a aussi touché le cas des sinistrés de Kaloum. De ce côté, 1000 femmes vont bénéficier de microcrédits. Est-ce que cela est fait pour atténuer les tensions de ce côté? Puisque récemment, nous avions vu beaucoup de manifestations de ce côté, jusqu'à l'arrestation même du porte-parole des victimes de ces sinistrés. Oui, je crois que c'est un sujet qu'il a dit aborder, mais avec beaucoup de prudence. Avec beaucoup de prudence, mais aussi avec beaucoup d'insinuation, avec beaucoup de, disons, c'est un discours enfin qui suscite ce qu'on appelle des interrogations à l'interne, c'est-à-dire que quant aux sinistrés, parce que j'ai vu certaines réactions sur les réseaux sociaux, hier même quand nous y étions ici, ça suscite assez d'inquiétude au niveau de ces sinistrés-là. Les premières mesures qui consistent à créer des microcrédits, comme vous l'avez dit ici, qui concerneraient, qui toucheraient plus de 1000 femmes, c'est quelque chose de fondamental. C'est très important que cela puisse être créé au bénéfice de tout le monde. Maintenant, je ne sais pas quelle sera la modalité de choix pour pouvoir effectivement dénicher toutes ces femmes qui vont être concernées, sans pour autant que cela ne crée ce qu'on appelle des frustrations à l'interne. Mais aussi, je pense qu'il y a des coopératives aussi qui seront mises en place pour tout cela, pour pouvoir créer ce qu'on appelle des emplois. Maintenant, puisque un des points d'achoppement entre l'État et les sinistrés, c'était ce qu'on appelle le bail partagé dont on parlait, puisque le jeune qu'on avait arrêté ici, il avait dit ici, à qui veut l'entendre, en tout cas, pour ne rien au monde, il ne pourrait s'associer à une telle démarche. Alors que le gouvernement entend faire respecter ce qu'on appelle le schéma directeur de la ville de Kaloum. Parce que c'est un schéma qui existait il y a longtemps, depuis Sous-Alpha, si vous vous rappelez. Les maquettes, là, on les avait vues ici, donc circuler. Alors si c'est pour faire respecter cela, entendons-nous bien, il y aura effectivement de mécontentement au niveau de la ville de Conakry. Maintenant, comment le gouvernement va s'y prendre pour pouvoir effectivement gérer tout cela avec la méthodologie la plus acceptable, il appartient au gouvernement sans pour autant privilégier absolument la force. Je crois que c'est en cela que je pense qu'il faille disons, impliquer ou faire impliquer tous ceux qui sont concernés pour les expliquer, parce que le dialogue peut faire, disons, nous éviter des crises inutiles. Donc je crois que le gouvernement lui-même doit sortir dans cette défiance-là et pouvoir écouter les jeunes-là, et dans la mesure du possible, nous admettons tous qu'aujourd'hui, il faut que l'image ou le visage de la ville de Kaloum change. Pas que Kaloum, mais puisque c'est le centre-ville, disons, c'est la capitale de la capitale guinéenne, donc on a besoin que les choses changent au niveau de ces côtés-là. Maintenant, il appartient au gouvernement de pouvoir effectivement avoir la méthodologie qu'il faille avec toute la sagesse pour pouvoir effectivement informer à qui des droits et essayer de faire appliquer cela petit à petit et voir effectivement tout ce qui pourrait créer ce qu'on appelle des problèmes. De toute façon, c'est des gens qui vivent chez eux il y a presque un siècle de cela. Donc, ils vivent. Donc, c'est pas comme cela qu'on pourrait venir pour dire, effectivement, c'est vrai, c'est au nom de l'État. S'il y a ce qu'on appelle un besoin disons, d'un intérêt public ou d'un intérêt général, il appartient à l'État, au regard de la loi, d'exproprier n'importe quel citoyen de son bien, si évidemment l'État envisage ce qu'on appelle s'il y a des besoins d'utilité publique. Et effectivement, d'une compensation. Donc, je crois que c'est important que le dialogue soit de mise pour pouvoir effectivement faire embarquer tout le monde. On est d'accord, mais je pense que on doit sortir dans ce qu'on appelle de manœuvres qui pouvaient créer des frustrations, parce que de toutes les façons, on ne peut rien faire dans une instabilité. Bien, ce qui est compris. Bon, Mohamed Ba, nous avons suivi ce discours bateau, il faut le dire, cette présentation très vaste, hein, il faut le dire, pas vague, mais vaste, du PM Amadou Riba hier à l'hémicycle du Palais du Peuple. C'est 27 pages, hein, il faut le dire, et nous nous sommes accentués sur certains points qui nous ont intéressés. Mais pour un aperçu global, est-ce qu'on peut dire que les grands axes du gouvernement donnent de l'espoir? Vraiment de l'espoir. Ça, moi, je ne peux pas douter là-dessus. L'espoir, quand même, est là, se dessine. Parce que déjà, ce document énorme qui est là, quand on parle, malgré tout,
toutes les difficultés qu'a connues ce pays depuis combien de temps. Les sinistrés de Koronti ont été placés dans une bonne position dans ce document. L'école, l'éducation, aussi des ambitions énormes ont été soulignées dans ce cadre. L'emploi et l'entrepreneuriat, vraiment des jeunes, salubrité, assainissement, infrastructure, énergie, eau, le projet Simandou, diplomatie et coopération internationale. Je pense que je ne dirais pas tout y est, je ne dis pas que c'est bon, c'est le plus beau document qu'on pourrait avoir, mais vraiment il y a eu un travail énorme, un travail à respecter avait été effectué en tout cas dans la confection, la production de ce document. Et ce document me pousse même à me dire, bientôt l'Afrique de l'Ouest aura son Rwanda, c'est-à-dire la Guinée. Le rêve est permis, il ne faut pas s'inscrire toujours dans la négativité, il faut l'accepter aussi. Le scepticisme, l'éternel scepticisme. Je pense qu'on ne peut pas aller de l'avant comme ça en pensant que la Guinée est dans le noir pour toujours. La Guinée est dans le mauvais sens pour toujours. La Guinée ne verra jamais le développement. Le soleil de développement ne se lèvera jamais dans ce pays. Je pense que c'est un élément fondamental qu'il faut souligner parce que c'est les différents points qu'on a essayé d'aborder. Je pense qu'il y a du réalisme dedans. Il y a de la faisabilité du côté de l'emploi. Quand on parle de 10 000, de 20 000, de 40 000, c'est tout à fait normal. 10 000, 20 000 du côté de la fonction publique, du côté 20 000 du côté de l'entrepreneuriat, mais aussi du secteur privé. C'est-à-dire l'État va faciliter la création et créer des choses pour attirer les entrepreneurs, à créer de l'emploi pour la jeunesse, pousser ces jeunes aussi vraiment à entreprendre, aller plus loin, penser même à créer une banque pour accompagner vraiment le secteur dans ce domaine d'entrepreneuriat. Je pense que tout est meublé parce que c'est ce problème aujourd'hui que la jeunesse, en tout cas ceux qui sont intéressés par le secteur entrepreneurial, rencontrent beaucoup plus. Qui peut m'accompagner? J'ai des fonds, j'ai quelque chose pour commencer, mais est-ce que je peux faire un an et demi vraiment dans le peu que j'ai? Je ne peux pas. Je peux commencer à défricher, je peux commencer à mettre en place, mais la transformation, la commercialisation, le transport et conservation, sur ce plan, je n'ai pas de moyens. Qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver? S'il y a cette banque qui pourrait créer des conditions, je pense que ça serait super intéressant. La Guinée, aujourd'hui, je reste dans ce secteur agricole où des productions peuvent avoir lieu un peu partout, mais là, la circulation, le réseau routier, il y a eu du travail qui est en train d'être fait d'ailleurs, le travail, mais il y a beaucoup qui reste. Il y a des zones aujourd'hui, des préfectures qui sont inaccessibles vraiment aux uns et des autres. Les populations du secteur agricole ont du mal à écouler leurs marchandises. Prenez la route Boké-Gawal, prenez la route Mamou-Farana, prenez encore quelle route, je crois qu'il y en a un peu partout, Kankan, Kirouani, Massanta, avant d'aller sur le trajet, aller en Côte d'Ivoire, traverser complètement l'Ola. Je pense que c'est des routes dont on a besoin de travailler et le gouvernement y a pensé à donner vraiment de l'éclairage de ce côté. Je pense qu'il y a de l'espoir. Le Premier ministre l'en a dit que ce sont les termes de référence. Il s'est basé du terme de référence de son recrutement, il faut le dire comme ça, de son recrutement par le CNRD à faire ce travail. Voilà ce qu'il a déroulé, voilà ce qu'il veut faire, même si côté politique, on peut dire alors ce qui déroule, cela veut dire qu'il est là encore pour quelques années, ou en tout cas celui qui va venir après lui, ils s'inscrivent dans la durée. Ça, ce n'est pas ce côté, oui, la politique gère tout. On peut voir différemment cette façon de voir. Il y a la politique politicienne, mais il y a la politique de gestion, la politique, le plan stratégique qu'on doit privilégier beaucoup plus. Parce que qu'est-ce qu'on n'a pas essayé dans ce pays sur le plan démocratique, sur le plan politique, vraiment le multipartisme dans ce pays. On a tout essayé depuis le temps de Lansana Conté jusqu'à nos jours. Si on essaie de voir aussi d'autres façons, même si ça ne peut pas faire de plaisir à beaucoup de personnes, moi l'essentiel, je te le dis, c'est vraiment comment développer ce pays. Quelle est la stratégie qu'il faut mettre en place pour que la Guinée sorte de cette situation qui n'a que trop duré. Puisque tu parles de développement, oui, j'abonde dans le même sens et parlons de ces créations d'emplois. Puisque le Premier ministre l'a dit, aujourd'hui des opportunités sont créées, 20 000 emplois, ce n'est pas quand même minimisable par rapport aux efforts consentis, par rapport à la demande. On parle de 40 000 en général, puisque le président Mamadi Doumbouya, lors de son adresse à la nation, c'était à l'occasion du Nouvel An, le 31 décembre dernier, avait annoncé 20 000 fonctionnaires, nouveaux fonctionnaires au niveau compte de l'État. Aujourd'hui, Baouri qui parle aussi de 20 autres 1000 dans le secteur privé.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous y tenez? Est-ce que vous pensez que l'État a le pouvoir, le plein pouvoir aujourd'hui d'atteindre cet objectif? Je pense que on peut même aller au-delà. Ça, il y a cette possibilité. Il faut juste peaufiner la politique, la stratégie que nous avons. C'est très facile à le faire, je pense. Les gens peuvent dire oui, c'est difficile. Non, il faut toujours bien élaborer. Ne pas penser à avoir les dessous de table. Ne pas penser à tendre la main au code qui crée des emplois. Dire que oui, tu crées l'emploi avec ton budget. Tu as un fonds d'$1 million. $1 million, je vais gagner combien dans $1 million? Si le gars dit avec $1 million, il a la possibilité de créer 20 1000 ou 2000 emplois et que vous tenez à avoir quelque chose au moins 10% de 1 million, 15%, 20% selon votre gourmandise, ce qui est sûr, le monsieur ne va plus ou ces investisseurs ne vont plus avoir les 1000 ou 2000 qu'ils ont prévu. Ça va jouer. Mais si on se lance dans ce cadre de corruption, quoi que ce soit, il y a des possibilités de vous poursuivre, de vous mettre au nouf. Je pense que cela ne devrait pas poser de problème. Cela ne veut pas poser de problème. Tous les secteurs aujourd'hui, il y a des possibilités de faire du travail, de donner de l'emploi dans tous les secteurs. Ce pays c'est un pays vierge, il faut le dire comme ça. Il faut le dire dans tous les secteurs agricoles, je ne sais pas, sur le plan entrepreneurial, on a du boulot à faire dans ce secteur-là. Donc il suffit de créer des problèmes. Et un peu partout dans le monde entier, les gens essayent de chercher la matière première. Ça n'existe pas beaucoup dans certains pays. Les ressources minières, les ressources agricoles sur ce plan, dans ce pays, on en a. La main-d'œuvre, la jeunesse, on en a. On aura même besoin d'importer s'il faut faire du travail. Il suffit seulement d'être sérieux, de travailler pour le peuple, de travailler pour l'État, pour travailler le pays. Si on le fait, on a des possibilités de s'en sortir. Moi, 20 000, je trouve ça petit, la possibilité qu'on a. Parce qu'on parle du côté, essayer de voir du côté de ça, c'est dans le secteur privé. Dans le secteur privé. Oui. Ça, c'est dans le secteur privé. Et n'oubliez pas, quand on parle de Simandou, c'est un exemple que je vais prendre. Il y a ceux qui seront engagés directement, il y a de la sous-traitance, il y a ceux qui vont venir parce qu'on a créé de l'emploi dans les parages, les restaurants qu'on pourrait créer. Les gens, des boîtes de nuit, de récréation, bref, des points de loisirs qu'on pourrait créer autour de chaque entreprise ou de chaque usine qu'on pourrait créer. D'usine d'or, on en parle. Juste à côté de nous, ici, à Gbessia, il y a la raffinerie d'or qui est en train, on parle de plus de 40% d'évolution des travaux. Ça, c'est à Conakry. Et récemment, à Kouroussa, il y a en 2023, il y a cette usine dont on a commencé les premières coulées d'or qui a commencé au niveau de Kouroussa. Et alors que Kouroussa, ce n'est pas la plus grande ville d'or de ce pays, c'est Tigirine le plus souvent. Donc, il y a des possibilités dans ce pays. Côté Bokeh, il en est un peu partout. On parle de cette usine d'alumine qu'on parle du côté de Bokeh, plus précisément à Kamsar, entre Bokeh et Kamsar, et cette usine qui va avoir le... Donc, si on est sérieux, ce n'est pas juste tromper les gens, ce n'est pas juste de faire semblant. Je crois qu'il y a des possibilités d'oublier ce qu'on vit aujourd'hui comme amertume, c'est-à-dire la mer Méditerranée. Il va arriver un moment qu'on n'aura même pas envie, on aura pressé, quand on va à l'étranger, en vacances ou faire quoi que ce soit des formations, on est pressé de rentrer parce qu'on a des possibilités. Prenons des routes dont on parle, les différents corridors qu'on parle. Corridor Bokeh, Gawal, Labé, prendre tout ce qu'a fait au nord et aller jusqu'au niveau de Mali, en passant Mali et Mbérin, et Mali, la République du Mali également, frontière Koulémaré, en passant par la Guinée et aller au nord. Ça, c'est beaucoup déjà. Prenez du cas de Bokeh, passer par Conakry, prendre par la Basque, comme on appelle, la Sierra Leone, le Libéria. Cette corridor au sud, c'est une façon de rallier Conakry ou Conakry-Abidjan sans avoir des difficultés de voyage. Donc moi je pense que si on a des possibilités et que l'État est sérieux, dans ce cas j'insiste sur sérieux, ce n'est pas nous tromper, je pense qu'il y a de quoi vraiment à donner de l'emploi. Parlons de la formation ou l'entrepreneuriat, on parle des universités, encore 4 autres universités qui doivent sortir de terre. Sortir de terre, on ne parle même pas de général Lansana Conté, de Gamal, c'est d'autres qu'on va construire à Conakry, de nouvelles universités. À Kindia, à Labé, à Zérékoré, à Kankan qu'on va faire, et des écoles techniques, polytechniques, qui est lycée technique, pardon, qui existait dans les temps. Vous êtes des professionnels, vous n'avez pas été à l'université, mais côté technique, vous êtes irréprochable. On n'a pas besoin des universités partout. Si l'école technique, polytechnique comme ça existe dans beaucoup de pays développés aujourd'hui, on n'aura pas de problème. Des centres de formation, on en parle un peu partout, ça va nous aider. On n'aura pas le temps d'inviter les gens de la main-d'œuvre extérieure, on n'aura pas besoin. Moi, je pense que ce projet, il est ambitieux et vraiment, pour moi, c'est réaliste si on facilite les choses et qu'on chacun essaye de mettre sa part de contribution dedans, que ce soit ceux qui sont à la tête de l'État, mais aussi la société civile,
les médias, la population guinéenne, chacun de son côté essaie de s'impliquer, pousser les enfants à aller à l'école. On aura le temps d'arriver du côté de la zone aurifère et tout ce qu'on a comme difficultés. On aura le temps de rentrer. Mais on sait les difficultés qu'on a parce que les enfants ont abandonné l'école. Moi, je pense que ces différentes stratégies mises en place peuvent nous aider à aller très loin dans ce pays et nous aussi nous dire Alhamdulillah. Alhamdulillah. Et parler notamment de ces sinistrés du dépôt d'hydrocarbures de Kaloum. Une bonne nouvelle ou une mauvaise, puisqu'on parle notamment de bail partagé et le gouvernement insiste là-dessus. Au-delà de ces crédits qui vont être octroyés, au-delà de la promesse de reconstruire ces bâtiments totalement affectés par cette explosion, il y a ce bail partagé qui n'a jamais été accepté par certains sinistrés. Il faut accepter. Je suis catégorique là-dessus. Il faut accepter. C'est difficile, hein, c'est vrai. Et des gens vont me dire, est-ce que tu as besoin d'être à leur place? Non, je n'ai pas besoin d'être à leur place. Je ne veux pas être à leur place. Parce que ce sont des sinistrés. Ils ont eu mal. Ils n'ont pas souhaité qu'ils se retrouvent dans cette situation. Personne ne souhaiterait être dans cette situation. Mais il faut se mettre parfois à l'évidence. Il faut voir les choses en face. C'est difficile, hein? C'est difficile. Il faut se dire aussi, il y a eu ce problème. Il y a eu ce sinistre. Il y a eu l'explosion de dépôt. Mais à Koronti et dans beaucoup d'autres quartiers de la commune de Kaloum, beaucoup ne dormaient pas dans les maisons. On se connaît ces situations. C'est une réalité à comprendre. Parce qu'il n'y a pas de moyens. Parce qu'on ne connaît que Kaloum. Parce qu'on n'a pas l'habitude d'aller ailleurs. Les vacances, c'est Kaloum. Pendant les cours, aller à l'école, c'est Kaloum. On ne sort pas. Même si on devient adulte, on ne sort pas. On est là. On peut devenir adulte, on a 20 ans, 25 ans. On veut partager les mêmes pièces avec nos jeunes frères, avec les parents dans 2 pièces. Ce n'est pas évident. Moi, je pense qu'il y a une opportunité. C'est vrai que la forme, l'État n'a pas essayé de mettre la forme dès le départ, où l'explication n'a pas été claire. Mais il faut se mettre à l'évidence de voir qu'il faut revoir le type de construction au niveau de Kaloum. Je ne vais pas pointer du doigt, dénigrer Sifo et ses amis, mais il faut se mettre à l'évidence. L'État a pris cette promesse de les accompagner pendant 2 ans. Ce n'est pas dit de prendre en charge. Le document que j'ai lu, c'est de les accompagner. C'est une participation de l'État, de ces 55 concessionnaires ou de 300 et quelques, comme on appelle, locataires qui sont là, qui va les accompagner pendant cette période. Je crois que c'est là, c'était 2 millions pour les concessionnaires, 1 million, je ne sais plus, pour qu'ils trouvent quelque chose. Peut-être pendant ces 2 ans, qu'ils finiront par construire quand tous les travaux seront finis. Et ce n'est pas toutes les maisons, c'est les maisons qui sont beaucoup plus touchées. Moi, je pense qu'il faut accepter. Vous l'avez dit à l'entame ici avec Yaya, que le président Alpha Condé avait entamé un grand projet comme ça. Je crois depuis 2016, 2015. Je crois que c'était 2015, 2016. C'était dans les tuyaux. C'était dans les tuyaux. Et on a vu la maquette qui avait été exposée là, qui parlait de Kaloum. Surtout Kaloum. Et on se demandait quand est-ce que cela pourrait voir le jour. Malheureusement, ça coïncide à l'explosion. Et ces maisons qu'on essaie de colmater, le soubassement n'est plus là. Et nous savons vraiment, ce n'est pas des roches que nous avons sous la terre au niveau de Koronti, parce que c'est des remblais qui avaient été effectués pour relier les 2 parties là, c'est-à-dire côté Koléa et côté Kaloum, Tombo. Vraiment, ce n'est pas du roche quand même, on ne peut pas me le dire. Donc moi je pense qu'on accepte cela, qu'on essaie de voir bail partage qu'on va faire, comme cela s'est passé dans beaucoup de secteurs à Madina dans les temps, à la fin des années 90, c'était à la vogue, les gens on construisait, les boutiques c'était complètement au rez-de-chaussée, voire au premier, 2e, 3e niveau, ce sont les concessions, les propriétaires qui venaient là. Pourquoi ne pas mettre ça en place et qu'on essaie d'expliquer mieux et qu'on accompagne? Moi je pense que c'est difficile, c'est vrai, ce sont des sinistrés, sous la pluie, personne ne veut être là, mais acceptons qu'on revoie un peu l'image de la capitale Conakry aussi. Nous reviendrons tout au long de cette semaine sur, en tout cas, les grands axes de cette politique générale du gouvernement présentée hier par le Premier ministre Baouri. Mais d'ici là, nous changeons de sujet. Et cette fois-ci, nous prenons la direction de Siguiring. Oui, Siguiring qui est quand même sous l'effet de cette décision Yaya Diallo du gouvernement de la transition qui décide de la suspension sur toute l'étendue du territoire à partir du 1er juin, ce jusqu'à nouvel ordre de l'exploitation artisanale de l'or et du diamant. On nous apprend qu'à Siguiri, c'est comme une ville morte de ce côté. En attendant d'avoir notre invité, notre correspondant de ce côté, Mamadou Diallo. Oui, Siguiri, je crois que c'est la principale source de revenus pour les citoyens, les jeunes.
c'est filarié presque de toute la jeunesse à un certain niveau, si vous vous rappelez. Vers les années 2014, 15, 16, beaucoup se sont dirigés vers Tigiri. Parce que, voilà, il y avait de l'argent. Beaucoup de jeunes même ont dit qui n'ont jamais quitté la capitale pour pouvoir aller à Tigiri. Quelqu'un ont dit à côté développer leur commerce, mais c'est parce que tout simplement, il y avait ce qu'on appelle cette exploitation, disons, très poussée de l'or et du diamant, et qui apportait beaucoup de choses à la jeunesse de Tigiri et à toute la jeunesse guinéenne, quelquefois même des Burkinabés, des Maliens, et puis voilà, donc qui y vivaient, parce que tout simplement, ça générait beaucoup d'argent. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui motiverait cette décision du gouvernement de suspendre. Il revient, c'est de son droit de le faire, encore une fois. Oui, parce que ça a été motivé, ça a été motivé. Le gouvernement a utilisé quand même un argument, c'est pour les besoins de campagne agricole et de restauration du couvert végétal, hein, si on peut l'appeler comme ça, écologique, en un mot. Je crois qu'il y a... il y a des arguments. Non, il y a des arguments, mais je suis de ce qui pense que c'est des arguments assez légers. On pouvait alors interdire même disons, l'exploitation minière à grande échelle, c'est-à-dire qu'à partir de ces sociétés d'exploitation qui sont là ici, parce qu'elle impacte beaucoup plus négativement l'environnement ou le couvert végétal que ces exploitants artisanaux dont on parle là. Non, mais au niveau des grandes exploitations, il y a quand même des conventions où ils doivent reboiser après. Mais contrairement à celle artisanale, il n'y a pas de convention. C'est plutôt des exploitations. Oui, c'est des conventions. Oui. Mais en réalité, excepté de la CBG, qui l'a fait parmi ces sociétés? Non, il y a des sociétés qui le font. Hein. Mais moi, je ne vois pas. Je ne vois pas. Peut-être que ce n'est pas à grande échelle. À Bofa, chez vous, là-bas, vous n'avez plus. Oui, il y a des sociétés qui font. Mais Abdallah, oui, c'est ce que je te dis. Ça se fait. Mais est-ce que c'est bien fait? Est-ce que c'est fait sur tout ce qui est écrit? C'est ça, c'est les détails peut-être qui n'ont pas été respectés. Mais c'est fait. Je sais de quoi je parle. Il y a une base vie. Et dans la base vie, il y a carrément une végétation. Carrément, la base vie, elle est différente des zones d'exploitation. Peut-être que tu auras la chance d'aller peut-être dans les mines, passer des jours, tu verras. À la base vie, tu verras. Il y a des zones aussi qui le reboisent. Mais est-ce que ce qui est mis dans le cahier de charge, dans les conventions, dans les clauses, voici la question. C'est pourquoi, comme ça, c'est plus visible que les autres parce que ces derniers, ou ces dernières, puisqu'on parle de société, respectent les conventions. C'est le respect des conventions qui pose problème. Sinon, il y a des sociétés qui le font. Alors, ceux qui ont ravagé complètement ou qui ont dit quand même, disons, nuire, s'il faut le dire comme ça, au couvert végétal du côté de Tigiri, il faut le rappeler, c'est la savane aussi. Ce sont ces sociétés d'exploitation aussi. Je ne suis pas contre la décision. Hein. Je crois que le gouvernement devrait avoir le courage d'aller beaucoup plus loin. Bien. Comme on le dit, hein, déjà, on va prendre la direction de Tigiri où nous attend Mamadou Diallo. C'est notre correspondant, le correspondant de Kavi Média, notamment de notre site siaminfo.com. Cher ami, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous. Comment ça va ce matin du côté de Tigiri? Oui, ça va. Ça va un peu bien avec surtout cette nouvelle-là. Voilà, ça va quand même. On tient le coup. Bien. Parlons, la température. la température c'est complètement mélangée. La vie paralysée complètement. Bien, on l'a déjà dit hein, dans notre introduction, les activités quasi paralysées du côté de Tigiri. Est-ce que vous pouvez décrire l'atmosphère ce matin à Tigiri, depuis hier même? Depuis hier, disons, l'atmosphère s'est complètement mélangée à Tigiri, il faut le dire comme ça, parce que les gens sont vraiment pas du tout contents par rapport à cette information. Comme vous le savez, la ville de Tigiri, l'activité dominante ou l'activité principale à Tigiri, c'est bien l'orpaillage, tout le monde le sait. Alors quand on interdit cette activité, ça veut dire que vous avez plongé la ville dans une crise totale. Ça, il faut le dire. Donc depuis hier, ce petit matin, franchement, il faut savoir que rien ne va à Tigiri dans les bars, dans les cafés. On ne fait que parler de ça. Franchement, c'est devenu même un divorce total entre le CNRD et les citoyens de Tigiri. Ah bon, ça c'est vous qui le dites, hein, il faut le rappeler. Parlant maintenant des autorités aujourd'hui, est-ce que les autorités sur place sont en train d'annoncer des mesures pour, en tout cas, pour faire respecter cette décision du gouvernement, notamment du ministère, des deux ministères, le ministère du MATD et du ministère des Mines et de la Géologie. L'environnement aussi. Et de l'environnement, pardon. Évidemment, hier, déjà, le procureur de la République, le tribunal de première instance de
Sigiri, Ibrahim Nkamara avait tenu une conférence de presse où il a annoncé vraiment qu'à partir du 1er juin, eux, ils vont continuer à descendre sur le terrain, ils vont vérifier que là, cette annonce du gouvernement sera obligatoirement respectée à Sigiri. Donc, lui, déjà, il a pris le devant. Ça veut dire que les autorités aujourd'hui sont en train de prendre cette situation à bras le corps, même si ça crée une polémique totale au sein de la population, mais les autorités quand même commencent déjà à prendre le devant par rapport à cette annonce. Maintenant, après la conférence de presse, nous avons accepté aussi d'aller rencontrer les autorités. Je vais parler des responsables de l'Union nationale des torpilleurs de Guinée, dont le président Tidiane Nkoita. Donc là, nous avons rencontré le responsable de la préfecture. Donc ce dernier nous a dit que franchement, cette information les a beaucoup intrigués parce que d'abord qu'ils n'ont pas été associés lors de la prise de décision. Et c'est ça qui a vraiment, en tout cas, mélangé, si vous voulez, cette structure-là. Parce que par le passé, c'est vrai que c'est pas la première fois, lors du régime passé, le professeur Alpha Condé avait tenté l'expérience. Mais là, sauf que le professeur Alpha Condé avait accepté de rapprocher les gens dans la prise de décision. C'est que l'UNOG a discuté avec le gouvernement, ils ont essayé de voir qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à tout ça. Donc, quelles sont les dispositions qu'il faut prendre et quels sont les impacts. Donc, ils avaient tout étudié avant que la décision ne soit exécutée sur le terrain. Mais que cette fois-ci, sauf que cela n'a pas été fait. Parce que là, l'UNOG n'a pas été associé lors de la prise de décision. Que eux aussi, ils ont appris dans la presse pour dire que non, il y a eu l'interdiction des activités minières artisanales à partir du 1er juin, qu'ils avaient aussi appris l'information. Donc, ils n'ont pas eu le temps non seulement de préparer la mentalité des exploitants, mais eux-mêmes, ils ne se sont pas aussi préparés parce que là, quand il y a ces arts de décision, il faudrait que les autorités en charge de la structure soient aussi informées préalablement et qu'ils essaient de mettre quelque chose en place pour que les gens soient vraiment protégés contre les défaillances. Mais là, que cela n'a pas été fait, ils ont été surpris. Donc, si aussi ils avaient été informés, les gens qui sont aujourd'hui en train de creuser, ils allaient les préparer à temps. Parce que je vous rappelle qu'il y a un village aujourd'hui qui est situé à 30 et quelques kilomètres de Sigiri. Je vous rappelle qu'il n'y a pas plus que 5 jours, il y a quelqu'un qui a eu 7 kilos d'or. Donc, 7 quand kilos. vous dites, bon, qu'est-ce que vous 7 kilos d'or. 7 kilos d'or, ça fait au moins 3 milliards et quelques. Parce qu'un kilo d'or actuellement, c'est 6 et quelques milliards. Attendez. Donc, Diallo, on revient doucement. Vous parlez de 7 kilos d'or obtenus dans l'exploitation artisanale, hein, vous dites. Artisanale. Dans l'exploitation artisanale, avec la main, sans l'utilisation d'aucune machine, je vous rappelle. Seigneur. Donc, actuellement, les gens sont en train de partir là-bas. Donc, c'est que quand on apprend ces aides d'information dans un village, tout le monde vient. Donc, voilà. Et maintenant, dire qu'il faut arrêter les activités alors que les gens sont en train maintenant d'exploiter. Les gens ont atteint le gravier dans lequel se trouve vraiment de l'or. Donc, c'est compliqué. Que s'ils avaient été préparés, ils allaient prendre des dispositions. Et même le délai aussi qui a été annoncé, que le délai est vraiment très court. Ouais. Quand vous dites qu'à 5 ou à 6 jours, que là, préparez-vous dans 6 jours, on va arrêter toutes les activités. Et ça, c'est vraiment compliqué. Donc, ce sont les explications de la part des responsables de la structure l'UNOG à Sigiri. Donc, là, ça veut dire que même les responsables de ce côté n'ont pas été aussi informés à temps. Donc, c'est ce qui a vraiment fait que les gens sont vraiment aujourd'hui mélangés. Alors, Mamadou, ce qui veut dire que c'est l'association des orpailleurs dont vous parlez, dont Tidiane Keita est le premier dirigeant, donc ils ne sont pas contre la décision, mais contre le fait qu'ils n'ont pas été associés, c'est cela? Non, d'abord ils sont contre la décision, mais que quand on devrait prendre la décision, ils devraient aussi être informés, associés. Comme ça, ils allaient étudier parce que ce sont des spécialistes. Ils allaient dire, le gouvernement, si vous voulez prendre une telle décision, acceptez telle date, ou alors le délai, fixer le délai à telle date. Donc voilà, ils allaient discuter quoi, que eux, ils allaient assurer l'orientation de l'État. Parce que l'État n'est pas spécialiste. Et ils sont dans le domaine. C'est leur domaine. Ils connaissent parfaitement le domaine. Ils le maîtrisent. Mais c'est eux les exploitants. C'est eux les exploitants. Donc c'est leurs intérêts qui sont menacés. Oui, évidemment, les exploitants, parce qu'eux, là, travaillent avec les exploitants. C'est ça le problème. Bien. Les exploitants partent dans les brousses, ce sont eux qui cherchent de l'or. Maintenant, ils reviennent en ville. Maintenant, ce sont les responsables qui achètent de l'or pour les envoyer à Conakry ou à Dubaï. Bien. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, cette autre question, oui. Mamadou, est-ce que
Est-ce qu'aujourd'hui, des responsables de l'UNOC vous ont confié qu'ils sont en pourparlers avec le gouvernement? Parce que vous l'avez déjà rappelé, sous Alpha Condé, l'UNOC quand même a mené des démarches, pas que l'UNOC, mais des exploitants artisanaux de façon artisanale ont rencontré le gouvernement d'alors. Ils sont parvenus à quand même à des compromis, à des accompagnements de ces exploitants pour éviter des cris de ce côté. Est-ce que la même démarche est menée cette année? Bon, d'abord, premièrement, c'est ce que je disais tout à l'heure, que s'ils avaient été d'abord associés au départ, ils allaient mener un certain nombre de démarches. Mais à partir du moment où ils n'ont pas été associés, donc ils ont été surpris. C'est ce qui a fait que, peut-être pour le moment, ils n'ont pas encore entamé les démarches. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le président n'est pas là. C'est-à-dire le président de l'Union nationale des orpailleurs de Guinée, qui est Tidiane Koïta, actuellement, il est à l'extérieur. Mais Mori Traoré est là, son vice-président. Mais Mori est là. Mais Mori a été surpris d'abord. Maintenant, il s'agit de voir dans quelle direction le vent va se diriger avant juste d'entamer quoi que ce soit, parce qu'ils n'ont pas été associés. C'est ça le gros problème. Je vous ai dit, lors du le régime passé, le régime de professeur Alpha Condé avait accepté de les associer. Dans la prise de décision, ils ont discuté avant que les gens ne soient informés. Mais cette fois-ci, ils n'ont pas été associés. Ils ont appris l'information comme nous autres, comme les autres, dans la presse. C'est comme ça. Donc, comment est-ce qu'ils vont démarrer ou entamer les démarches? Le gouvernement a déjà fini de prendre la décision. Mais en tout cas, ils n'ont encore entamé aucune démarche pour que l'État revienne sur cette décision. Mais il y a aussi un autre facteur qui a aussi intrigué les gens là. Ce facteur, c'est quoi? C'est que le délai aussi. Le gouvernement d'abord n'a pas été précis, selon eux, que le gouvernement n'a pas été précis par rapport à son communiqué. Mamadou, est-ce que tu peux un peu te déplacer, cher confrère, parce que la ligne se dégrade un tout petit peu. La liaison n'est pas bonne de ce côté. Ouais. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, ça va, de ce côté, ça va, oui. Allez-y. Je disais que non seulement ils n'ont pas été associés, mais le second point, c'est que le gouvernement n'a pas été précis selon eux, que le gouvernement n'a pas été précis dans son communiqué. Ouais. C'est-à-dire, quand je dis que le gouvernement n'a pas été précis, le gouvernement n'a pas dit pourquoi les activités minières artisanales seront d'abord arrêtées sur toute l'étendue du territoire. Mais ça a été dit, ça a été dit. Suspendu, pas arrêté. Suspendu, ça a été dit. Ça a été dit pour des besoins, et ça a été dit dans le communiqué pour des besoins de campagne agricole et de restauration écologique. Et c'est une décision conjointe, excusez-moi, du ministère des Mines et de la Géologie et du MATD. Je reviens. De l'environnement aussi. Oui, non, c'est des deux. Le communiqué parle des deux. L'environnement reviendra dans un autre communiqué. Dans le communiqué, c'est les deux ministères qui. Allez-y. Voilà, merci pour cette précision. Maintenant, c'est pourquoi le gouvernement devrait d'abord discuter avec les gens là, parce qu'eux, ils ne savent pas la raison. Donc, il fallait d'abord les sensibiliser, il fallait d'abord les préparer mentalement. Donc là, cela n'a pas été fait. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, que le délai, quand est-ce, parce que ça a été suspendu, vous avez tout à l'heure rappelé, quand est-ce que les activités vont reprendre? Donc, ils n'ont pas dit ça. Donc là, c'est oui, ok. Le temps de reprise n'a pas été mentionné. N'a pas été mentionné dans le communiqué. Alors que par le régime passé, que le professeur Alpha Condé a dit après 3 mois, je crois. C'est que après l'agriculture, après la saison pluvieuse, que les activités allaient reprendre. Mais cette fois-ci, ça n'a pas été le cas. Donc voilà, c'est ce qui a un petit peu aussi énervé les gens. Alors oui, on peut parler effectivement de manque de méthodologie dans les démarches, mais toutefois, si on parle d'une suspension, ça sous-entend que tout simplement, la mesure, elle est temporaire. Ils doivent comprendre aussi cela. Mais quand est-ce qu'il faut attendre 6 mois? Est-ce qu'il faut attendre 7 mois? Ou alors 1 année. Donc c'est ça le gros problème aussi. Bien, oui, là, il faut se poser cette question. Et donc, comme tel, puisque vous êtes... la reprise. Oui. À quand la reprise? À quand la reprise? Oui, Mamadou, puisque vous êtes en contact avec les concernés, est-ce que depuis ça, vous avez pu effectuer un déplacement vers ces zones d'exploitation? Est-ce que de votre constat, vous constatez déjà ce qu'on appelle des oppositions face à cette décision? Bon, au moment où vous m'appelez, je suis auprès de ma voiture, je m'apprête comme ça pour aller rencontrer ces gens-là qui exploitent même. Donc, je suis en train de me préparer conséquemment pour aller rencontrer ces gens-là. J'ai écouté les autorités, j'ai écouté le responsable de l'Union. Donc, je voudrais également aller auprès des exploitants dans un village qui est situé à 60 km, parce que c'est là où les gens vont actuellement massivement.
Je vous ai dit tout à l'heure, avec la découverte de l'or tout récemment, donc tout le monde parle là-bas présentement. Donc nous partons rencontrer ces gens pour avoir beaucoup plus de précision aussi. Bien, c'est qui est déjà compris. En tout cas, merci Mamadou Diallo pour tous ces détails du côté de Siguiri. Nous rappelons que vous êtes le correspondant du groupe Kavi Média au compte de notre site d'information siaminfo.com. En tout cas, on a écouté Mohamed Yaya Diallo, les détails quand même très approfondis de notre correspondant de ce côté. Mohamed. C'est intéressant, moi je pense que ce sont les détails dont il faut prendre en compte, c'est-à-dire que prendre en compte, c'est que les organisateurs, c'était Union des orpailleurs de ce côté, l'Union nationale, c'était vraiment intéressant, mais connaissant notre pays, et quand on commence à annoncer des trucs comme ça, on se demande est-ce que ça va aboutir et tout ça. Et c'est vrai que c'est regrettable. Moi, c'est quelque chose de mon côté, moi je pense, pour avoir fréquenté ces localités, pour avoir vu ce qui se passe en matière de vraiment d'exploitation artisanale de l'or, de Kouroussa à Siguiri, en passant par des localités comme Kigniro. Moi je pense que ce sont des éléments dont il faut tenir compte, l'exploitation de la terre. Et ce qui motive vraiment cette décision de l'État, c'est vraiment cette campagne agricole et permettre aussi la restauration. Je crois que ces deux éléments ont pesé. Et ça fait plaisir d'entendre que un citoyen lambda a pu découvrir, gagner 7 kilos d'or. Ça fait 3 milliards. Ce n'est pas Dieu est grandeur. Ce n'est pas quelque chose quand même qu'on peut minimiser. C'est vrai. Et l'exploitation de l'or, ça ne date pas de notre temps. Ça, il faut le dire, c'est depuis des siècles. Si on peut parler de la CBG de 1963, l'or, c'est des siècles. Peut-être que c'était même avant l'indépendance. Remontons au truc de Kayamagan Sissé. Quand on a dit à l'école, je crois, on faisait la 6e année de l'histoire, la tête partout où la tête de Kayamagan tombait, c'était de l'or dans les temps. Donc, depuis cette période, je me dis qu'on se disait même à l'école primaire que pendant cette période, une des têtes est tombée du côté de la Haute-Guinée, Séguine précisément. Donc, parlons un peu plus sérieux. Moi, je pense que c'est une bonne décision. Vraiment, c'est difficile à comprendre. C'est difficile à constater qu'il y a une paralysie du côté de Siguiri et dans beaucoup d'autres préfectures. Siguiri, Mandiana, Kirouané, un peu, oui, mais beaucoup plus encore du côté de Kouroussa, et allant jusqu'à Kigniro, une autre sous-préfecture de Kouroussa, où on a étayé, on a vu tous ces beaux mondes d'exploitation. Parce qu'il y a un problème qui existe dans ces localités. Parce qu'on me dit qu'à Banakoro, c'est devenu comme une ville morte. Ah oui, Banakoro, c'est le diamant. Mais ils ont fini de tout prendre, s'il faut le dire comme ça. Tout est fini à Banakoro. En tout cas, peut-être il y a des petits exploitants qui essayent de trouver quelque chose. Non, il n'y a plus d'activité parce que tout tournait autour de l'exploitation. Ce qu'on connaissait avant, ça n'existe pas. Quand je te dis, au moment où on parle, il y a des zones à Kindia où on exploite pour trouver de diamants, vous n'allez pas me croire. Non, mais Kindia, c'est ma zone, c'est ma première nouvelle. Voilà. Ça, et bien voilà. Alors qu'à Kindia, j'ouvre cette parenthèse, en 2000, c'était la ruée. Tout le monde allait à Kindia pour chercher. Vraiment, la partie là, surtout la partie de... Parce que Télémélé fait partie de Kindia. Oui, bien sûr, de la région, bien sûr, bien sûr. Mais moi, je parle de la Kindia ville. La ville même de Kindia. Je parle de Kindia et à Foulaya, plus précisément. Allez derrière l'université de Foulaya. Il y a des traces encore qui sont là, qui permettent d'ailleurs à certains agriculteurs de l'eau est là, et puis voilà. Et certains viennent de temps en temps, c'est une chasse aux sorcières qui existe entre ces exploitants et le CRAF, le centre de recherche agronomique de Foulaya, qui lutte contre ça parce qu'il perturbe l'eau, il continue à dégrader. Donc quand on te dit qu'il y a cette exploitation de Kindia, vous n'allez pas... C'est rare. C'est rare de les connaître, mais ils sont là, ils ne font pas de bruit. Quand vous montez, c'est en ce moment ils profitent. Donc c'est pour dire que du côté de Banankoro, c'est des trucs comme ça, c'est rare de trouver, mais il y a des gens de temps en temps qui cherchent à trouver quelques petits trucs. Ça ne représente pas beaucoup. Parfois, ça permet de vivre. Oui, parfois ils peuvent trouver juste l'équivalent de 300 000, 400 000, 700 000, des trucs comme ça. Mais il y en a, on peut trouver. C'est la même chose du côté de l'or. Moi, je dis que je suis content. C'est dur, hein? Une fois de plus, comme je l'ai dit, du côté de Coronti, c'est dur, mais je suis content que l'État arrive à prendre une telle décision. Sachant que pendant combien de temps, Siguiri, c'était le fief de parti au pouvoir, malgré tout ce qui avait été organisé, par exemple, en 2016, avec la journée de l'orpaillage, l'organisation du secteur, tout ça, vraiment, on n'a pas tenu compte de l'environnement pendant ces travaux-là. Et au-delà de l'environnement,
L'agriculture, on a abandonné l'agriculture dans ces localités. Et pourtant, il y a des plaines à perte de vue qu'on peut exploiter à tout moment et vraiment sortir des quantités de cultures de riz un peu partout. Ça existe, des plaines de plus de centaines d'hectares. Ça existe, je l'ai vu, on ne m'a pas expliqué. Donc, dire aujourd'hui que c'est paralysé complètement, je pense qu'on doit se regarder en face, prendre les choses au sérieux. L'argent, l'agriculture, ça ne donne pas beaucoup d'argent. C'est vrai, comparé à l'or où tu as 7 kilos d'or, ça aussi, ce n'est pas tout le monde qui peut avoir 7 kilos d'or tous les jours. C'est une bénédiction. Voilà, c'est une bénédiction. Ça ne vient pas tous les jours. Ça, c'est quelque chose qu'on doit tenir. C'est l'environnement qu'il faut voir, mais pousser les gens à travailler de l'agriculture. La faim, ça existe en Haute-Guinée. Malgré qu'il y a de l'or, mais vraiment, manger, ce n'est pas ça. L'alimentation est vraiment pauvre dans ces localités. Ça, il faut le dire. Le matin, tout le monde, ça sort complètement, ça quitte les localités, les maisons. Vous rentrez, vous avez l'impression que c'est une ville morte, qu'il n'y a personne. Les gens sont dans les trous d'or. Ça, à la recherche de l'or. À l'école, c'est la même chose. On ferme des salles de classe parce que les élèves ne vont plus à l'école. Ils vont juste à un certain niveau, ils bifurquent parce qu'ils disent, je sors aujourd'hui, en rentrant le soir, j'ai 10 millions, j'ai 7 millions, j'ai 4 millions, un peu partout. Donc, ils se disent, pourquoi je vais aller à l'école? Alors que ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Si on ne fait pas quelque chose du côté de Sigiri, la Haute-Guinée en général, y compris Kouroussa et d'autres préfectures, il arrivera des années ici qu'on n'aura pas de cadre pour ces localités. On n'aura pas de cadre. Et qui dit que vraiment l'exploitation qu'on a connue depuis des siècles de l'or dans ces localités va encore continuer? Je dis non. C'est épuisable. Il finira un moment viendra où on ne pourra plus parler. Moi, je pense que c'est une bonne décision. L'État peut-être devrait beaucoup plus attirer l'attention des exploitants en leur disant à partir de janvier, février, qu'au mois de juin, qu'on va arrêter l'exploitation pour que les gens essayent de voir où trouver des dabas, comment trouver des coupes-coupes pour aller défricher et faire quelque chose. Moi, je pense que ce n'est pas trop tard. La saison des pluies, on en aura, pas comme on le voudra, mais vraiment qu'on essaie de se préparer pour l'agriculture. Car dans ces localités, on a complètement abandonné. C'est ironie du sort, c'est Mali qui ravitait beaucoup la Haute-Guinée. C'est une partie de Sigiri et Kankan, comme on appelle en agriculture. Ce n'est pas la ville de Sigiri qui fait quelque chose. Oui, on a écouté notre correspondant du côté de Sigiri. Quand même, cette atmosphère qui est peu désirable pour une zone de ce côté où les activités sont axées sur cette exploitation artisanale de l'or. Oui, c'est la principale activité. Je crois que c'est important d'en tenir compte. À Sigiri, aujourd'hui, nous connaissons, disons, l'étendue démographique qui constitue cette préfecture. Déjà, compte tenu de tout cela, beaucoup de gens avaient suggéré à ce que l'État puisse ériger la préfecture de Sigiri en une région, tout simplement parce que il y a tout en réalité pour pouvoir ériger cette préfecture-là en une région. Alors qu'en réalité, nous admettons tous qu'il y a un besoin de part et d'autre, pas qu'à Sigiri, mais dans tout là où il y a ces zones d'exploitation en flèche, notamment à Dingiraï, un peu partout, qu'à un certain niveau, qu'il y ait des mesures, que des mesures soient prises pour pouvoir quelquefois aussi essayer de restaurer ce qu'on appelle le couvert végétal. C'est fondamental. Parallèlement, ça peut aller. Maintenant, puisque l'État n'a pas été assez précis dans son communiqué, ce qui est peut-être par endroit suscite ce qu'on appelle quelquefois la colère de ces parce que la fin n'a pas été précisée. Évidemment. C'est jusqu'à quand? C'est pas la première fois. Pour ne pas dire que ces gens-là sont surpris que de telles mesures puissent tomber. C'est pas la première fois. Mais la méthode, c'est la méthode qui a été dénoncée par les responsables de ces orpailleurs-là. Donc, alors qu'en réalité, normalement, c'est ça aussi, c'est pour aider l'État dans sa démarche. C'est-à-dire que l'organisation de ces orpailleurs-là devrait être l'intermédiaire ou l'interface entre l'État et ces exploitations artisanaux-là, ce qui pourrait effectivement atténuer toute contestation liée à cela. Parce qu'on ne sait pas, les zones d'exploitation minière, nous savons comment ça se passe à ce niveau-là. On a toutes sortes de personnes, on a toutes sortes de consommations de stupéfiants, nous le savons, ce n'est pas quelque chose qui est caché. Alors qu'en réalité, c'est quelque chose qui devrait quand même être, disons, méthodologique. On peut dire que c'est le rendez-vous de tous les travers sociaux. Absolument. Le banditisme, l'alcoolisme. Il y a ce qu'on appelle le foudoukourni aussi, le petit mariage. Si tu rentres dans ça, cher ami, non, mais on tu parle risques de ne pas avoir longue vie. Hein? Donc, je te le rappelle, pour ceux qui connaissent bien la Haute-Guinée. Vas-y. Ce qui signifie que l'État a péché quelque part. Quand ces responsables de ces orpailleurs-là disent que nous,
on a appris dans la presse, non, on n'a pas été associé. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux parce que tout simplement, l'État n'aura pas un interlocuteur au cas où on ne souhaite pas qu'il y ait ce qu'on appelle des débordements. Alors que ces gens-là, on l'a dit ici, c'est des gens qui ne pratiquent plus l'agriculture. Tout ce qui les intéresse, ils sont tous versés dans les mines. Absolument. Et pas que la population de Sigiri. C'est des Guinéens un peu partout à travers le pays qui s'y retrouvent. C'est les Guinéens de la baie, disons, de Mamou, de Koubia, de Tougui et autres. Ils sont tous, ils vivent tous. Ceux qui ne sont pas dans les zones d'exploitation exercent des commerces. Et puisqu'ils exercent le commerce, c'est parce que tout simplement, il y a des gens qui viennent acheter quelque chose. Et cela dépend aussi, disons, de la fluidité de l'exploitation, disons, minière. Donc, quand tout est arrêté, ça sous-entend que c'est une chaîne. Tout s'arrête à un certain niveau. Donc, voyez-vous que c'est quelque chose, c'est une mesure fondamentalement qui va impacter, disons, tous les citoyens à tous les niveaux, que ce soit ce qui font le commerce, que ce soit ces exploitants-là, que ce soit même certains qui font un certain nombre de business, notamment sur l'axe Sigiri-Mali, ça se passe à un certain niveau, sur l'axe Sigiri-Kankan en passant par Mamou. Donc, il y a certains aussi qui sont là, entre Conakry et Sigiri, qui font ce qu'on appelle le commerce. Chaque une semaine, ils sont là parce que tout simplement, il y a ce qu'on appelle les mouvements qui peuvent permettre à ces gens-là d'écouler rapidement leurs marchandises. Donc, je crois que l'un dans l'autre, l'État devrait, disons, prendre en compte tous ces paramètres-là. On n'est pas contre, parce qu'à un certain niveau, on ne peut pas continuer dans une telle anarchie à tous les niveaux. Il faut que cela soit pris en compte. Mais j'ai dit encore une fois, l'État, si c'est dans le souci de restaurer le couvert végétal dans notre pays ici, au-delà de ces exploitations artisanales, au-delà de ces exploitations liées à ces différentes sociétés-là, il y a la coupe abusive et sauvage de ces bois-là qui se passe un peu partout, dont certains gardes forestiers sont complices. Donc, je crois que l'État doit pouvoir prendre compte de tout cela. Ce sont ces ensembles-là qui font qu'aujourd'hui, tous nos cours d'eau cherchent à tout bout de champ. Vous voyez un peu partout. Donc, ce qui explique par endroit aussi la sécheresse. Ce qui fait que jusqu'à date, nous sommes aujourd'hui le 28 mai, mais vous avez vu, on n'a pas constaté d'abord l'abondance de la pluie. Normalement, elle devait quand même démarrer. Donc il y a tous ces aspects-là. Je crois que c'est important que l'État puisse prendre en compte tout cela, au lieu que les mesures ne soient sélectives. Il doit y avoir effectivement, de l'autre côté aussi, au niveau de ces sociétés-là, que toutes les conventions qui ont été sanctionnées, toutes les clauses qui ont sanctionné ces conventions-là puissent être respectées. Enfin, pour tout dire, le cahier des charges dans son entièreté, puisqu'on l'exige, pour que cela soit respecté, ceux qui ne se soumettent pas à cela, que l'État puisse sévir. C'est tout ça. Ce qui est très important. Tu connais le Foudou Kourouni? Je suis un enfant. Ah, ok. Sinon, on l'appelle le petit mariage dans les mines. Donc, c'est pourquoi j'ai arrêté carrément. Oui, mais comment vous pouvez couper la parole à quelqu'un qui veut parler d'une réalité du pays? C'est juste que, tu sais, il y a des réalités en Afrique qui nous dépassent. Des réalités qui sont réelles quand même. Oui, mais qui nous dépassent. Hein? Le Foudou Kourouni laisse ça, cher ami. Hein? Pour ceux qui connaissent un peu les zones minières, ça pourquoi je... Oui, mais est-ce qu'ils ne savent pas... Ne te brille pas les gels, mon grand. C'est que je lui fais comprendre. Je ne veux pas que tu laisses tes plumes là-bas. Laisse Foudou Kourouni. Allez, laisse ça. On voit et on laisse. On laisse. Allez, on va avec quelques réactions d'auditeurs et de téléspectateurs au stand. À 629 95 67 deux fois. Bonjour, monsieur Abdallah. Nous avons suivi avec intérêt le discours de monsieur le Premier ministre Bahouri. L'espoir est là avec des perspectives très ambitieuses. Avec la création d'emplois dans le secteur public et aussi privé, nous y croyons fermement. Il est important de signifier le doyen est venu à la primature pour être au service de la République, non pour satisfaire un groupe d'individus. Tout le monde doit s'embarquer pour la réussite de la transition. Ataoulaye, Mo Bantignel qui nous laisse cette réaction. Salut les journalistes. Le discours de PM Bahouri est salutaire car ce gouvernement est ambitieux et visionnaire. C'est de cela on a besoin. C'est pourquoi on doit donner 5 ans à ce gouvernement. Comme le Mali et le Burkina, pour mieux matérialiser ces projets. On appelle tout le monde à soutenir cette initiative. En vérité, on a dépensé des milliards de dollars pour les élections ici, mais cela nous a donné quoi? Il se pose la question, si on mettait ça dans le développement, on n'était pas à ce niveau. Ici, les gens
ne crève pas pour le progrès, sauf pour les élections. Aboubakar Ben Silla depuis Conakry qui nous écrit ce message. On enchaîne toujours avec ses auditeurs et téléspectateurs au stand 629 95 67 deux fois. Bonjour Abdallah, à tous les chroniqueurs. Bonjour Kindia, mon village natal, Faloulaï, dans Sougueta. Abdallah, la fermeture des radios privées par l'État mettant en chômage leurs employés expose une cohérence flagrante dans les politiques gouvernementales, promettre des emplois tout en détruisant ceux existants dans les médias. Un pilier de la démocratie est inacceptable. Cette action sape la confiance dans les promesses économiques de l'État et menace la liberté de la presse. Ces fermetures semblent être une tentative de censure et de contrôle de l'information. Pour y gagner la confiance, l'État doit immédiatement justifier ces décisions, réintégrer les employés licenciés et offrir des programmes de reconversion professionnelle. Sans cela, les promesses de création d'emplois resteront des mensonges et la crédibilité du gouvernement sera gravement compromise. Bonaoula Diallo, coordinateur de Donki Faloulaï, un de nos ambassadeurs du côté de Kiroti. On enchaîne toujours avec ses auditeurs et téléspectateurs, cette fois avec notre Djambouria à nous. Salam à vous et salam à mes parents de Dalaba Dintin Djambouria dans Kama, dans mon village natal, Baouri et non, Djambouria. Hein. Djambouria, il faut faire attention. Djambouria. Il a écrit quoi? Non, c'est notre Djambouria. Je préfère ne pas lire ça. Bonjour le grand journaliste. Je profite de l'occasion pour saluer mes deux parents et je vous encourage dans votre travail car ce que vous faites, c'est un travail noble et nous vous encourageons. Le Premier ministre, il faut que tout ce qu'il a dit soit sur papier et non sur le terrain. Tout ce qu'il a dit, non, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut écrire. Là, on ne veut pas ça, on veut voir tout sur le terrain. Ok, on veut voir tout sur le terrain, car c'est le terrain qui commande. En tout cas, à tous mes encouragements. Donzo Sekou, notre fidèle auditeur, le pneumatique depuis Caporo. Sur la page, également sur notre page Facebook, des réactions de ce côté que nous allons relayer rapidement avant d'aller sur le sujet, avec le dernier sujet, hein, il faut le dire. Cette réaction d'un téléspectateur de ce côté qui nous laisse ceci. J'essaie de trouver. Allez, c'est bon. Je trouve après cette connexion qui nous fatigue. Bonjour mes animateurs chevronnés. Vous faites vraiment la fierté du paysage médiatique guinéen. La mesure de l'amour consiste à aimer sans mesurer. Les Guinéens doivent s'aimer et se pardonner. Car nous avons une mère commune qui est la Guinée, le seul paradis terrestre. Mohamed Papi de Tanene Bouraimaya, de ce côté. En tout cas, continuez avec vos différentes réactions sur le 629 95 67 67. Sans transition, Yaya Diallo, on se tourne, oui, vers cet autre sujet. On l'a laissé en dernier lieu, c'est cette conférence de presse animée hier par le SPPG, le syndicat professionnel des professionnels de la presse de Guinée. Hier, une conférence tenue du côté de la maison commune des journalistes, le SPPG, qui menace de déclencher une grève générale et limitée en s'appuyant évidemment sur le soutien du mouvement syndical guinéen. Elle fait suite au retrait des agréments et licences de certains médias. Mais la question que nous nous posons, est-ce que le SPPG peut réussir là où les associations de presse ont échoué? Bah écoutez, ça dépendra, mais je crois que est-ce que d'abord ils en ont tous les mêmes objectifs ou les mêmes démarches, les mêmes méthodologies, pour ainsi dire? Je ne le crois pas. Ce sont des associations, des organisations qui défendent tous une même corporation, mais dont les démarches ne sont pas les mêmes. Depuis l'entame, le début de cette crise au niveau de notre corporation, nous avons constaté effectivement, disons, une dichotomie dans le cadre de ça, de la mise en œuvre d'un certain nombre de stratégies, en tout cas en ce qui concerne les associations de presse et le SPPG, qui considéraient que les autres étaient plus ou moins amorphes, plus ou moins, disons, maniables, ou peut-être qui acceptaient un certain nombre de choses, alors qu'en réalité, le SPPG tenait, vaille que vaille, à ce que, disons, à ce qu'on privilégie ce qu'on appelle, disons, la voie, comment on appelle ça? C'est-à-dire que la confrontation, pour ainsi dire. Parce que appeler à des manifestations, ça sous-entend tout simplement que, voilà, donc, on n'est pas d'accord, et puisqu'on n'est pas d'accord,
la manifestation, c'est un droit accordé à tout le monde quand on n'est pas content face à une décision ou face à un acte administratif. Vous pouvez l'exprimer à travers une manifestation. Ce qui sous-entend que c'est pas un crime. Dans un contexte où puisque hier, si le SPPG contestait effectivement le brouillage des zones et la restriction de l'Internet, entre guillemets, et la menace de l'extinction de la liberté d'expression dans nos pays. Aujourd'hui, ce ne sont plus les mêmes revendications. Aujourd'hui, c'est le retrait des agréments et des licences de certains médias. Ce que nous déplorons tous. Il faut que cela soit clair. Alors, l'association de médias, des journalistes, on dit privilégier ce qu'on appelle la diplomatie dans leur démarche. Aller rencontrer les principaux concernés de part et d'autre pour pouvoir voir évidemment qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous sortions dans cette crise-là. C'est dans cette logique-là que cette idée de mettre en place cet organe d'autorégulation a été émise, disons, par nous-mêmes. En tout cas, à entendre le Premier ministre, l'initiative vient des journalistes de mettre en place ce qu'on appelle un organe d'autorégulation qui pourrait servir ce qu'on appelle d'un tribunal de pairs, sans pour autant qu'une certaine récrimination de certains soutiens ou de certains dirigeants... Ce qui est vérifié et vérifiable. Absolument, ne soit mise devant la HAC qui, à tout bout de champ, qu'on considère, ne tolère plus ce qu'on appelle les agissements des uns des autres. Évidemment, on avait tous salué ce qu'on appelle la mise en place de cet organe-là. Ce qu'on craignait, est-ce que ce n'était pas une manœuvre, disons, qui consistait à mettre en place cet organe-là pour pouvoir s'appuyer sur cet organe-là afin de pouvoir effectivement mettre au pas tout ce qui est voix dissonante, tout ce qui est liberté d'expression. Parce qu'il faut le rappeler, dans une société, quel que soit ce qu'elle a, on a besoin d'une contradiction, puisque c'est dans la contradiction que jaillit l'évolution de part et d'autre. Dans tout, on ne peut pas avoir ce qu'on appelle une idée absolue dans une république ou dans une famille ou dans une société. Tout ne peut pas être consensuel. Absolument. À un certain niveau, c'est dans le débat. Je peux ne pas vous aimer, mais on peut ne pas être d'accord. Mais c'est quand nous échangeons autour d'une idée, vous avez votre approche, j'ai mon approche, on discute autour de ça, je crois que c'est dans ça que chacun pourra comprendre la position des uns et des autres pour pouvoir trouver ce qu'on appelle le juste milieu. Donc c'est fondamental. Puisque tu parles de dialogue, est-ce qu'aujourd'hui, le SPPG doit aussi changer de fusil d'épaule? Parce que vous vous rappelez, avec la censure imposée à nos confrères de Média Guinée, il y a, je pense, 3 à 4 mois, le SPPG avait déclenché, à travers l'appui du mouvement syndical, une grève générale et illimitée qui a été suspendue, pas annulée. Oui, c'est qu'aujourd'hui, il faut aller carrément vers une démarche, un dialogue. Parce que, est-ce que se monter le bourrichon ou se bomber le torse peut résoudre les problèmes? Il y a des emplois qui sont en jeu. Aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas ouvrir un dialogue sincère, essayer de rencontrer le principal concerné ou les principaux concernés pour dialoguer? Parce que tout finit autour de la table. Non, mais la vie elle-même passe par le dialogue. C'est fondamental. Et c'est moi, à date, c'est mon souhait le plus absolu que nous puissions trouver une solution à ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, en toute sincérité, pour que nos confrères puissent, au-delà qu'ils soient journalistes, puissent aller au travail, pour que les activités puissent reprendre au niveau de ce média-là, et les uns et les autres aussi puissent revenir à de meilleurs sentiments, pour pouvoir comprendre que c'est une décision de trop pour, disons, mettre à une centaine de jeunes gens de Guinée, nous sommes tous des Guinéens, au chômage. Je crois que c'est important à un certain niveau. Tous ceux qui peuvent s'impliquer pour permettre... Pour la résolution de cette crise. Pour la résolution de cette crise-là, doivent s'impliquer et s'adresser à qui des droits. Parce que le dialogue, oui, nous le voulons tous. Le dialogue suppose la disposition de deux camps. Quel que soit ce que je veux en termes de dialogue, si mon interlocuteur n'en veut pas, je ne vois pas la raison d'être d'un dialogue. Puisque le dialogue, c'est la discussion. Ça sous-entend qu'il y a deux camps qui discutent. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a une nécessité de part et d'autre de sortir dans cette posture de défiance qui ne servira à rien. On a besoin effectivement des hommes et des femmes capables qui peuvent aller vers les principaux concernés pour leur expliquer au-delà de tout et trouver ce qu'on appelle un terrain d'entente. À mon avis, on aurait dû attendre voir comment cet organe d'autorégulation allait fonctionner pour qu'on puisse tirer à boulet rouge de tout ce qui est initiative. Parce que de toute façon, c'est à l'issue de ce qu'on a pu voir de manière palpable qu'on pourrait effectivement, disons, décrire ou qualifier
du fonctionnement de cet organe-là. Alors, même la mise en place, c'est-à-dire sa composition, on a dit, constater effectivement, ce ne sont pas des journalistes, en tout cas de cette génération-là, qui allaient pouvoir composer ce qu'on appelle cet organe-là. Ouais. Donc, c'est des doyens, des anciens qui connaissent effectivement, qui ont de l'expérience, qui devraient pouvoir effectivement faire fonctionner tout cela. Donc, je suis de ce qui pense qu'aujourd'hui, et le SPPG, et nos confrères qui sont concernés, puisque de l'autre côté, en tout cas, les principaux médias qui sont concernés aujourd'hui entendent effectivement, disons, saisir la Cour suprême pour abus de pouvoir. Je crois que c'est une démarche aussi qui ne relève pas de la confrontation. Moi, au-delà de tout cela, je suis de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, nos prélats, nos religieux, des Guinéens tout court, doivent aller ce qu'on appelle vers les autorités pour pouvoir effectivement trouver ce qu'on appelle un terrain d'entente. Si on ne nous cache pas quelque chose, je n'en sais absolument, c'est ma position à moi, pour que nous puissions sortir dans tout cela. Parce que de toute façon, c'est une crise aussi qui s'est créée. Chez jeunes gens qui ne sont plus au travail, ces organes de presse qui emploient des dizaines de personnes. Vous savez, il y a certains qui ont des relais un peu partout à travers le pays. Donc tout est éteint. Quand c'est comme cela, ça pose à ce problème. À ce stade-ci, on n'a pas besoin d'une confrontation. Parce que de toute façon, les médias sont tous, tout éteint. Donc ils sont au chômage aujourd'hui. Est-ce qu'on a besoin encore une fois d'en ajouter une? Non. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut privilégier le dialogue, les discussions, les dialogues, et c'est à l'issue de là qu'on pourra trouver une solution. Bamomed, est-ce que vous partagez le même ordre d'idée, c'est-à-dire privilégier le dialogue, éviter l'affront, parce que, comme on le dit souvent, nos dévanciers, en position de faiblesse, on n'attaque pas. En position de faiblesse, on n'attaque pas. La meilleure façon d'essayer de se défendre, c'est d'attaquer. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Ça, c'est en politique. Bon, ça dépend de quel bord on est. Il a compris, le politique a parlé. Le politique t'a répondu. Maintenant, là, nous sommes dans le domaine des médias. Non, mais sérieux, nous sommes en position de faiblesse. Il faut comprendre qu'on ne peut pas continuer comme ça. Ils ne font pas voir celui qui est en face de vous. Ce n'est pas celui qui est en train de vous dire « Viens, je suis prêt à t'affronter, je suis prêt à en découdre avec toi. » Mais il faut voir ceux qui sont derrière, les innocents qui sont derrière. On n'est pas clean, on n'est pas 100% blanc dans tout ce que nous faisons. Les médias guinéens ne sont pas les meilleurs médias du monde. Ça, c'est clair, c'est une évidence. Comme la perfection n'est pas humaine aussi, qu'on doit le comprendre. Il faut mettre ça de ce côté. Si on part de cette réflexion pour comprendre que la perfection, elle est seulement divine, qu'elle n'est pas humaine, que l'être humain est appelé tous les jours à faire des erreurs, on comprendra que quelqu'un qui vous fait mal, vous avez aussi cette obligation morale de pardonner, de trouver des solutions afin de surmonter ces obstacles qui se dressent entre vous. Je pense que c'est la meilleure façon de faire quelque chose aujourd'hui, c'est d'entamer le dialogue, des concertations, de voir comment aplanir ces différends qui se dressent comme le Manka Koulima ou le manque, je ne sais pas, Everest ou Kilimanjaro, parce que ça va de mal en pire. Et chaque jour qui passe, si on a un peu d'économie, au moment où on arrête le boulot, il faut comprendre, même si vous avez 100 milliards de dollars à la maison, si rien ne rentre, vraiment, vous n'allez pas avoir 100 milliards 3 jours après. C'est autre somme, ça serait moins que ça. Donc, l'économie qu'on pourrait avoir, même si cette économie, elle n'est pas garantie dans les comptes ou dans les poches des journalistes, parce que combien de mois de brouillé, combien de temps on n'a pas de salaire, combien de temps les principaux partenaires en matière de sport et public reportage fuient les médias privés parce qu'ils reçoivent d'autres instructions. Attention, cette structure en est un mal avec l'État, ce n'est pas toi qui vas continuer à faire quelque chose parce que l'ennemi de ton ennemi, tu vois ce que ça fait. Donc moi je pense que on doit sortir de cela. Que chacun essaie de voir comment trouver des solutions. Qu'on vous contacte ou pas, que vous avez cette possibilité d'influencer cette décision, que tant du côté de la primature que du côté de la présidence, essayez d'en parler aux personnes ressources pour qu'on comprenne que réellement la Guinée ne peut pas continuer comme ça, que ses enfants, les fils du pays, ne peuvent pas se faire dos. Ils doivent se regarder, on s'écrit dessus, pendant un moment, on se parle, on arrive à se comprendre et on part de l'avant. C'est ça, un bon pays. C'est ça, une nation. Je dis bien une nation. Parce que là, c'est la patrie. On parle de la patrie, on parle des enfants. Il faut qu'on essaye de se comprendre. La nervosité, quand on est énervé,
on ne respectera pas les processus, il peut arriver. Je parle du côté de l'État. Quand on entend certaines choses à l'antenne, quelle que soit la patience, parce que parfois ça peut déborder. Et là, on essaie d'agir sur le coup. Et puis malgré, après, sur l'effet de la colère, on agit. Après maintenant, des va-t-en-guerre qui peuvent être à côté peuvent essayer d'enflammer. Et maintenant, ceux qui aiment la paix aussi peuvent attirer l'attention. C'est vrai, quand c'est chaud, on peut dire, on attend à ce que vraiment la tension, ça baisse, la température vraiment baisse avant qu'on entame. Mais c'est le bon moment aussi de commencer. Même si on ne peut pas commencer les premiers pas physiquement, à aller rencontrer des uns et des autres, mais il faut commencer à peaufiner, à peaufiner les stratégies de la part des uns et des autres. Du côté des médias, qu'est-ce qu'on doit faire à partir de maintenant? Parce que nous ne sommes pas des rois, de toute façon, il faut le dire. Nous ne sommes pas les plus bénis de ce pays. Nous ne sommes pas des gens qui sont au-dessus de la loi. C'est quelque chose que nous avons. Nous avons un pouvoir, c'est vrai, mais c'est un pouvoir ce pouvoir n'est pas au-dessus de l'État. Quand on dit l'État, ce n'est pas seulement les autorités gouvernementales, c'est l'ensemble de la population, l'ensemble du territoire national et vraiment toute cette population. Donc, qu'on essaye de se comprendre, qu'on essaie de voir qu'est-ce qu'il faut faire prochainement. L'État a son rôle, les médias ont leur rôle. Et ces rôles, ces différents rôles ont des limites. L'État a des limites dans ce qu'il doit faire. L'intervention, on a dit, dans chaque document, il y a tout un processus avant que vous n'arrivez vraiment à un niveau plus élevé. Et de la part des médias aussi, on a droit à cette sensibilisation, à faire des commentaires, à faire quoi que ce soit, mais on a cette responsabilité sociale aussi envers notre population, l'éducation et tout ce qu'on peut faire. Donc, chacun doit voir ce qu'il faut faire. C'est difficile. Oui, les médias, je le dis, je le répète, nous ne sommes pas des dieux sur terre. Nous ne sommes pas des dieux sur terre. Mais l'État aussi, c'est la même chose. L'État n'est pas permis à tout faire. Tout n'est pas permis aussi à l'État. Chacun doit mettre de l'eau dans son guindian ou dans son bissap pour avoir une bonne dose. On doit dialoguer. Vraiment, on doit dialoguer, on doit se comprendre. Moi, je pense que ça, c'est important. Et il faut insister là-dessus. On ne doit pas dire que la décision, elle est prise, terminée, on a unilatérale. Et on ne va plus en parler. Non, on en parlera parce que c'est la Guinée. C'est la marque déposée de tous les enfants et qu'on doit aller de l'avant. Merci Ba Mohamed. Merci Diallo. Merci aux équipes techniques et à la régie. On se reprend demain, même heure, même fréquence pour d'autres sujets d'actualité sur le seul et unique média de développement en République de Guinée. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées. Bonjour à Conakry, bonjour à tous ces auditeurs et téléspectateurs qui nous attendaient impatiemment.